Qu'est-ce qui pousse un père, un cardiologue respecté, avec une carrière financièrement réussie, à commettre l'impensable? Que se passe-t-il lorsque la réponse du système judiciaire laisse une nation entière s'interroger sur la définition même de la culpabilité? L'affaire Guy Turcotte est plus que l'histoire d'un crime horrible. C'est l'histoire d'une tempête parfaite, où la maladie mentale, la fureur et l'effondrement d'une vie de luxe sont entrés en collision, entraînant la mort brutale de 2 enfants innocents. Il ne s'agit pas seulement de savoir si Guy Turcotte a tué ses enfants, Olivier et Anne-Sophie, un fait qu'il n'a jamais nié. Il s'agit de son état d'esprit à ce moment-là. Était-il si malade qu'il ne pouvait être tenu criminellement responsable? Le parcours à travers 2 procès, un verdict qui a choqué le Canada et un changement monumental dans la loi du pays révèle la ligne ténue entre la justice et la médecine et le coût immense, tant financier que social, de la recherche de réponses. L'indignation publique qui a suivi le premier verdict a créé une pression immense, forçant le système juridique à se réexaminer à un coût exorbitant pour les contribuables. Dans ce documentaire, nous allons disséquer chaque facette de cette affaire marquante. De l'anatomie de la tragédie familiale à la bataille d'experts psychiatriques dans les tribunaux et le rôle d'une mère endeuillée devenue une puissante avocate du changement. Restez avec nous pendant que nous explorons en profondeur l'une des affaires les plus controversées de l'histoire canadienne. Et si vous voulez suivre cette analyse détaillée jusqu'au bout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Traces perdues et d'activer la cloche de notification. Pour comprendre les complexités juridiques qui ont défini l'affaire Guy Turcotte, il est essentiel de comprendre d'abord le contexte intensément personnel et volatile d'où la violence a éclaté. Les meurtres n'étaient pas un acte aléatoire, mais le point final catastrophique de l'effondrement d'une relation, marquée par des conflits croissants, la jalousie et une lutte désespérée pour le contrôle. Guy Turcotte et Isabelle Gaston étaient tous 2 des professionnels de la santé prospère, lui cardiologue et elle médecin urgentiste et coroner, qui travaillaient dans le même hôpital, l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Ils se sont rencontrés en 1999 et ont emménagé ensemble en 2000. De leur propre aveu, leur relation était tendue et est devenue de plus en plus hostile au fil du temps, ponctuée d'épisodes de violence domestique de la part des 2 parties. Cette histoire de conflit a conduit à une séparation temporaire, après laquelle ils se sont réconciliés avec la promesse de travailler sur leur relation, une promesse qui s'avérerait finalement futile. La désintégration finale et irréversible de leur mariage a commencé à la mi-janvier 2009. Alors qu'il planifiait un voyage en famille au Mexique, Turcotte a découvert que sa femme avait une liaison avec leur entraîneur personnel et ami commun, Martin Huot. La propre petite amie de l'entraîneur a informé Turcotte de la liaison et lui a fourni des courriels comme preuve. Turcotte a témoigné plus tard s'être senti profondément en colère et trahi. Malgré cette révélation, la famille a poursuivi le voyage, mais la décision de se séparer a été prise. La stabilité financière qu'ils avaient bâtie ensemble était sur le point de s'effondrer. À leur retour, le conflit s'est rapidement intensifié. Turcotte a quitté le domicile familial. Dans les jours qui ont suivi, il a appris d'un ancien voisin que Huot était resté à la maison presque tous les soirs depuis son départ, une information qui, selon Turcotte, l'a fait basculer. Le 10 février 2009, 11 jours seulement avant les meurtres, Turcotte s'est rendu à la résidence et a confronté Huot dans la cuisine. « Tu as volé ma femme, tu m'as trahi, tu étais mon ami », a-t-il dit, avant de frapper Huot au visage et de partir. Cette séquence d'événements établit un schéma clair de détresse émotionnelle et d'agression croissante, enracinée dans la jalousie et un sentiment de trahison. Les 2 derniers jours de la vie des enfants ont été marqués par une série de confrontations qui ont directement menacé le sentiment de contrôle de Turcotte. Le 20 février 2009, Gaston l'a informé par téléphone qu'elle avait changé les serrures de la maison et consulté un avocat, une démarche qui entraînait des implications financières significatives. Elle lui a délivré un message qui a touché le cœur de ses peurs. « Tu vas arrêter de contrôler ma vie. Maintenant, si je veux, je peux changer les noms des enfants. Je peux obtenir la garde. Je peux déménager n'importe où au Québec. » Turcotte, qui a témoigné plus tard être terrifié à l'idée de perdre ses enfants, a répondu par une déclaration glaçante
qui deviendrait une pierre angulaire de l'accusation. Si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Cette période a été caractérisée par une profonde dualité dans le comportement de Turcotte. Alors qu'il était au travail ce jour-là, ses collègues n'ont noté aucun signe extérieur de détresse. Pourtant, ce soir-là, après être allé chercher ses enfants et les avoir couchés, il était, selon les témoignages, abattu et en larmes. Il a passé du temps à lire d'anciens courriels de Gaston qui, selon lui, l'ont encore plus blessé et découragé. Ce contraste frappant entre son calme extérieur et son tourment intérieur deviendrait un point central de débat dans l'évaluation de son véritable état mental. Ses actions n'étaient pas celles d'un homme en pleine crise psychotique soudaine, mais plutôt celles de quelqu'un qui vivait le point culminant d'une rage croissante, de la jalousie et d'une tentative désespérée de réaffirmer sa domination sur une situation où il avait perdu tout pouvoir. Les meurtres peuvent être interprétés comme l'acte de contrôle ultime et pervers. S'il ne pouvait pas avoir ses enfants, et surtout si un autre homme pouvait les élever, alors personne ne les aurait. Cela correspond précisément à la théorie de la vengeance que la couronne adoptera par la suite. Cette dynamique met en lumière un défi fondamental en psychiatrie légale. Distinguer les actions découlant d'une maladie de l'esprit, la norme juridique pour la non-responsabilité criminelle, pour cause de troubles mentaux, NCRTM, des actions découlant de traits de personnalité destructeurs, comme le narcissisme ou l'obsession-compulsion, qui n'atteignent pas le seuil légal pour une défense d'aliénation mentale. L'affaire soulève une question difficile sur la frontière entre une pathologie de caractère profonde et un trouble mental légalement disculpatoire. Aux petites heures du 21 février 2009, des policiers ont répondu à un appel au 911 passé par la mère de Turcotte, à qui il avait confessé des pensées suicidaires. En entrant dans la maison que Turcotte louait à Piedmont, au Québec, ils ont fait une découverte horrible. Les corps inertes d'Olivier et d'Anne-Sophie se trouvaient dans leurs chambres respectives. Une autopsie révélera plus tard qu'Olivier avait été poignardé 27 fois et Anne-Sophie 19 fois. Les policiers ont trouvé Turcotte caché sous son lit, couvert de sang et de vomi. Il leur a dit qu'il avait bu du lave-glace qui contient du méthanol et qu'il voulait mourir. Dans son témoignage ultérieur au procès, Turcotte a décrit n'avoir que des souvenirs fragmentés et désordonnés de l'événement. Il se souvenait d'être dans la chambre de son fils avec un couteau, de le poignarder alors que le garçon criait « non », puis de paniquer et de le poignarder davantage. Il avait un souvenir similaire et vague concernant sa fille. Il se souvenait aussi d'être dans la salle de bain, de boire le lave-glace, puis de chercher le couteau pour se poignarder au cœur, mais de ne pas pouvoir le trouver. La brutalité pure des 46 coups de couteau combinés était un fait brutal et viscéral que le jury devrait concilier avec les affirmations de la défense d'un esprit perturbé et désordonné. Le premier procès de Guy Turcotte, qui a débuté en avril 2011, a captivé l'attention du Québec et de la nation. Il ne s'agissait pas d'une question d'actu reus, l'acte physique du crime, mais d'une exploration profonde et complexe du mens rea, l'état mental de l'accusé. Le procès est devenu un forum public pour la collision du droit, de la psychiatrie et de la moralité, culminant dans un verdict que beaucoup ont trouvé incompréhensible. L'accusation menée par Claudia Carbonneau a inculpé Turcotte de 2 chefs de meurtre au premier degré. Cette accusation exigeait que la couronne prouve hors de tout doute raisonnable non seulement que Turcotte avait l'intention de tuer ses enfants, mais aussi que les meurtres étaient planifiés et délibérés. L'accusation a construit son dossier autour d'un récit de vengeance. Ils ont soutenu que Turcotte, consumé par la rage et la jalousie face à la liaison de sa femme et à sa perte de contrôle sur la famille, a pris la décision calculée de tuer ses enfants pour infliger la punition ultime à Isabelle Gaston. Sa déclaration à Gaston au téléphone « Si tu veux la guerre, tu l'auras » a été présentée comme une preuve clé démontrant son intention préméditée. La défense menée par Pierre Poupart reposait entièrement sur la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, NCRTM, tel que codifié à l'article 16 du Code criminel canadien. Cet article stipule que « nul n'est criminellement responsable d'un acte commis ou d'une omission faite alors qu'il souffrait d'un trouble mental qui le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission
était mauvais. Pour réussir, la défense devait prouver deux éléments distincts selon la prépondérance des probabilités. Premièrement, il devait établir que Turcotte souffrait d'un trouble mental au moment des meurtres. Deuxièmement, et de manière plus critique, il devait démontrer que ce trouble avait un effet spécifique, qu'il le rendait incapable de satisfaire à l'un des deux tests cognitifs. Le premier test, juger de la nature et de la qualité de l'acte, se réfère à la compréhension des conséquences physiques de ses actions. Le second, savoir que c'était mauvais, a été interprété par les tribunaux canadiens comme signifiant savoir que l'acte était moralement et non seulement légalement mauvais. Le procès a rapidement évolué en une bataille d'experts, le jury étant chargé de peser les opinions contradictoires des psychiatres légistes. Experts de la défense a présenté un dossier solide selon lequel l'état mental de Turcotte répondait aux critères de la NCRTM. Le docteur Jacques Talbot, le premier psychiatre à évaluer Turcotte après les meurtres, lui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive. Ladreux Dominique Bourget, psychiatre de l'Université d'Ottawa spécialisée dans les homicides domestiques, a développé ce diagnostic pour le jury. Elle a expliqué qu'un trouble de l'adaptation est une réaction anormale et excessive à des stresseurs de vie identifiables, dans ce cas, la séparation conjugale. Elle a témoigné que de nombreuses personnes atteintes de cette maladie deviennent suicidaires et que le cerveau de Turcotte était profondément malade, le rendant incapable de contrôler ses actions ou de s'arrêter une fois qu'il a commencé à poignarder son fils. Un autre psychiatre de la défense, le docteur Louis Morissette, a introduit le concept de homicide altruiste. Il a soutenu que Turcotte, ayant décidé de se suicider en buvant du méthanol, a tué ses enfants dans un acte de miséricorde tordu pour leur épargner le traumatisme de découvrir son corps mort le lendemain matin. Cette théorie suggérait que dans l'esprit malade de Turcotte, l'acte n'était pas un acte de malveillance, mais de protection mal avisée, abordant directement le critère « savoir que c'était mauvais » du test NCRTM. Réfutation de l'accusation. Les experts psychiatriques de la Couronne, tout en étant généralement d'accord avec le diagnostic d'un trouble de l'adaptation, ont fortement divergé sur sa gravité et ses implications juridiques. Ils ont soutenu que le trouble, bien que réel, n'avait pas privé Turcotte de sa capacité à comprendre ses actions et à savoir qu'elles étaient moralement répréhensibles. Ils ont fait valoir qu'il était resté en contrôle, en contact avec la réalité, et qu'il était donc criminellement responsable de ses choix. Le 5 juillet 2011, après 6 jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Guy Turcotte n'était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Le verdict a provoqué une onde de choc à travers le Québec. Isabelle Gaston, qui avait été présente tout au long du procès, a exprimé son incrédulité déclarant « Je m'étais préparée à tous les verdicts possibles, mais je n'étais pas prête pour celui-ci. » La réaction du public a été une indignation et une confusion généralisée. Beaucoup ont eu du mal à comprendre comment un père qui a poignardé ses enfants 46 fois pouvait être jugé non responsable. Le diagnostic de trouble de l'adaptation, une condition relativement courante souvent associée à des stresseurs de la vie comme le divorce ou la perte d'emploi, a semblé à beaucoup être une explication inadéquate pour une telle violence extrême. Le public s'est interrogé sur la valeur d'un système judiciaire capable de produire un résultat aussi déconnecté de la moralité commune. Turcotte a ensuite été détenu à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, un hôpital psychiatrique sécurisé. La colère du public s'est encore enflammée en 2012, lorsque, lors d'une audience de la commission d'examen, Turcotte a déclaré qu'il ressentait moins de honte, moins de culpabilité, qu'il avait plus d'estime de soi et qu'il était prêt à être libéré. Après avoir passé un total de 46 mois en soins psychiatriques, il a été jugé apte à être libéré, une décision qui a cimenté dans l'esprit du public la perception d'un système de justice qui n'avait pas rendu justice à Olivier et Anne-Sophie. Le résultat du premier procès était une conséquence directe de la difficulté du jury à concilier la définition juridique précise de mauvais avec sa compréhension morale commune. La défense a soutenu avec succès que bien que Turcotte ait pu savoir que son acte était interdit par la loi, son esprit malade l'empêchait de comprendre qu'il était moralement mauvais dans sa réalité déformée et suicidaire.
C'est une nuance juridique et psychiatrique complexe que le jury semble avoir acceptée, mais que le public n'a pas pu accepter. Pour le public, un père qui poignarde ses enfants est la définition même d'un acte moralement mauvais, quel que soit le monologue intérieur de l'auteur. Le verdict a donc été perçu non pas comme une application sophistiquée de la loi, mais comme un échec catastrophique du système de justice à tenir un homme responsable d'un acte objectivement mauvais. Ce fossé entre le modèle thérapeutique et individualisé du régime NCRTM et la demande de justice rétributive du public allait préparer le terrain pour le prochain chapitre de la saga et finalement déclencher une pression en faveur d'un changement législatif. Le verdict de 2011 n'a pas été la fin du processus judiciaire, mais plutôt le début d'une nouvelle phase, définie par un examen en appel intense. La couronne, poussée par les mérites juridiques de sa position et l'immense tollé public, a rapidement agi pour contester la décision du jury, arguant non pas que le jury s'était trompé sur les faits, mais qu'il avait été guidé par un processus juridiquement vicié. Ce processus d'appel représenterait une autre dépense financière significative pour les deniers publics. L'appel de l'accusation n'était pas une tentative de relitiger l'état mental de Turcotte devant une cour supérieure. Il était plutôt fondé sur une erreur de droit spécifique et critique prétendument commise par le juge du procès, le juge Marc David. L'argument central était que le juge n'avait pas correctement instruit le jury sur une question juridique cruciale et complexe, la distinction entre l'incapacité causée par un trouble mental et l'incapacité causée par une intoxication volontaire. La défense de Turcotte avait soutenu que son état mental au moment des meurtres était le résultat d'une combinaison de facteurs, son trouble de l'adaptation, une crise suicidaire et les effets de l'intoxication au méthanol due à la consommation de lave-glace. Cela a créé un champ de mine juridique pour le jury. En droit canadien, un trouble mental peut fonder une défense de NCRTM, mais une intoxication volontaire ne le peut généralement pas. La loi exige que le jury isole la cause de toute incapacité. Si le trouble mental de Turcotte seul était suffisant pour le rendre incapable de juger de ses actes ou de savoir qu'ils étaient mauvais, le verdict de NCRTM pouvait être maintenu. Cependant, si son incapacité était causée ou contribuée de manière significative par son acte volontaire de boire le méthanol, la défense devait échouer. La couronne a soutenu que les instructions du juge au jury n'étaient pas assez claires ou spécifiques pour leur permettre d'effectuer correctement cette analyse juridique essentielle. La Cour d'appel du Québec, la plus haute cour de la province, a entendu l'affaire et a donné raison à la couronne. Le 13 novembre 2013, elle a rendu une décision unanime annulant le verdict et ordonnant un nouveau procès. Le raisonnement de la Cour était précis. Elle a conclu que le juge du procès n'avait pas expliqué au jury la distinction nécessaire entre les sources de l'incapacité de M. Turcotte. Le moment de l'ingestion de méthanol était un point clé de litige au procès. La défense a affirmé que Turcotte l'avait bu avant les meurtres dans le cadre de sa tentative de suicide, tandis que la couronne a suggéré qu'il l'avait bu après, en se basant sur des preuves de sang sur les bouteilles de lave-glace. Comme il était impossible de déterminer le moment exact avec certitude, il était absolument essentiel que le jury dispose des outils juridiques corrects pour naviguer dans cette ambiguïté. La Cour d'appel a conclu que le jury n'avait pas reçu ces outils. La décision ne visait pas à réévaluer l'état d'esprit de Turcotte, mais à garantir l'intégrité du processus juridique lui-même. Elle a démontré le rôle du pouvoir judiciaire en tant que contrôle crucial contre les verdicts qui, bien que peut-être compréhensibles pour un jury aux prises avec des preuves psychiatriques complexes, sont construits sur des fondements juridiques viciés. Suite à la décision de la Cour d'appel, l'équipe juridique de Turcotte a fait une dernière tentative pour éviter un deuxième procès en demandant l'autorisation d'interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada. Le 20 mars 2014, la plus haute cour du pays a rendu sa décision, rejetant la demande d'autorisation d'appel. Conformément à la pratique habituelle, la Cour n'a pas fourni de motif pour sa décision. L'impact de ce refus a été immense. Il a effectivement entériné le raisonnement de la Cour d'appel du Québec et finalisé l'ordonnance d'un nouveau procès. La dernière barrière juridique avait été levée et l'affaire a été renvoyée à la Cour supérieure du Québec pour un nouveau procès complet.
Cette séquence d'événements constitue un précédent puissant sur la question de la comorbidité dans les défenses de NCRTM. Elle clarifie que lorsque l'état d'un accusé peut résulter d'une combinaison d'un trouble mental préexistant et d'une intoxication volontaire, les juges de première instance ont un devoir accru de fournir des instructions claires et spécifiques qui forcent le jury à démêler les deux causes potentielles d'incapacité. Elle a renforcé le principe de longue date, selon lequel la responsabilité pénale ne peut être éludée simplement par la consommation d'un intoxicant, même si l'on souffre également d'une maladie mentale. La scène était prête pour un nouveau procès, une seconde chance pour l'accusation d'obtenir une condamnation. Mais avant de nous plonger dans ce deuxième acte dramatique, quelles sont vos pensées sur la décision de la Cour d'appel? Croyez-vous que l'erreur de droit était suffisamment importante pour justifier l'annulation du verdict du jury? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue est une partie précieuse de cette discussion. Le second procès de Guy Turcotte, qui a débuté en septembre 2015 devant un nouveau juge, le juge André Vincent et un nouveau jury, s'est déroulé dans une atmosphère radicalement différente du premier. Les questions juridiques avaient été clarifiées par la Cour d'appel et le public, ayant assisté à la libération de Turcotte des soins psychiatriques sous caution en septembre 2014, observait avec une attention accrue. Ce procès, une nouvelle et importante dépense de fonds publics, ne serait pas une simple répétition du premier. C'était l'heure des comptes, où des arguments plus affûtés et un cadre juridique plus ciblé mèneraient à un résultat profondément différent. Bien que les faits de base soient restés les mêmes, les récits présentés par la couronne et la défense ont été affinés et livrés avec une plus grande intensité. Le récit de vengeance de la couronne. L'accusation, désormais dirigée par René Verret, a poursuivi agressivement la théorie de la vengeance. Verret a brossé le portrait d'un homme qui n'était pas malade, mais qui était en contrôle et avait délibérément tué ses enfants pour punir sa femme dont il était séparé de l'avoir quittée. La couronne a soutenu que Turcotte ne pouvait pas supporter l'idée d'être remplacé par un autre homme dans la vie de ses enfants et que les meurtres étaient l'acte ultime de vengeance. Pour étayer cela, l'accusation s'est appuyée sur les preuves matérielles, arguant que la concentration des 46 coups de couteau dans les zones vitales de la poitrine et de l'abdomen n'était pas l'acte de quelqu'un en panique ou déconnecté de la réalité, mais de quelqu'un avec un but clair et délibéré. Le récit de l'homicide altruiste de la défense. La défense, de nouveau dirigée par Pierre Poupart, a maintenu que Turcotte était un père aimant qui n'aurait été capable d'un tel acte que s'il souffrait d'une maladie mentale grave. Le cœur de leur argument est resté la théorie de l'homicide altruiste, que Turcotte a d'abord tenté de se suicider en buvant du lave-glace, puis, croyant qu'il allait mourir, a tué ses enfants pour leur épargner le traumatisme de trouver son corps. Le second procès a de nouveau présenté un format de duel d'experts, mais le contexte avait changé. Le jury bénéficiait désormais d'une instruction juridique plus claire sur la manière de peser les preuves. Les experts des deux parties étaient toujours d'accord sur le diagnostic de base d'un trouble de l'adaptation avec des symptômes d'anxiété et de dépression. Cependant, les implications de ce diagnostic ont été contestées plus férocement. Les experts de la défense, dont la Dreux-Bourget et le docteur Morissette, ont réitéré leur point de vue selon lequel Turcotte était obsédé par le suicide, mentalement malade et incapable de distinguer le bien du mal au moment des meurtres. Les experts de l'accusation, cependant, ont asséné leurs contre-arguments avec plus de force. Le docteur Pierre Blot a témoigné qu'un individu souffrant d'un trouble de l'adaptation ne perd pas le contact avec la réalité ou la capacité de savoir que ses actions sont mauvaises. Ce point a ensuite été repris dans des commentaires publics par un autre psychiatre légiste, le docteur Gil Chamberland, qui a noté qu'il n'avait jamais vu quelqu'un déclaré non criminellement responsable avec un diagnostic de trouble de l'adaptation, renforçant la position de l'accusation selon laquelle le diagnostic était juridiquement insuffisant pour fonder un verdict de NCRTM. Le 6 décembre 2015, après 7 jours de délibération, le jury de 11 personnes a rendu son verdict unanime. Guy Turcotte a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au 2e degré. Ce verdict était une décision complexe et nuancée. En le déclarant coupable de meurtre,
le jury a rejeté sans équivoque la défense de NCRTM, concluant que Turcotte possédait le mens rea requis ou l'intention de tuer. Cependant, en le condamnant pour meurtre au deuxième degré plutôt qu'au premier degré, ils ont également rejeté l'argument de la couronne de la planification et de la délibération. Le verdict signifiait que le jury croyait que Turcotte avait intentionnellement tué ses enfants dans un moment de trouble émotionnel extrême, mais que l'acte n'était pas prémédité de la manière requise pour une condamnation pour meurtre au premier degré. En entendant le verdict, Isabelle Gaston, qui avait assisté à toutes les preuves pour la deuxième fois, a murmuré « merci » au jury. Suite au verdict de culpabilité du second procès, le processus judiciaire est passé à sa phase finale, la détermination de la peine. Bien que la condamnation pour meurtre au deuxième degré entraîne automatiquement une peine de prison à vie, la détermination cruciale pour le tribunal était la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Cette décision représenterait la mesure ultime du système de justice de la culpabilité morale de Guy Turcotte pour ses actes et le prix qu'il devrait payer à la société. En vertu du code criminel, une condamnation pour meurtre au deuxième degré impose une peine de prison à vie. Mais le juge a le pouvoir discrétionnaire de fixer l'inadmissibilité à la libération conditionnelle à n'importe quel moment, entre un minimum de 10 ans et un maximum de 25 ans. Lors de l'audience de détermination de la peine, le 15 janvier 2016, la Couronne et la Défense ont présenté des recommandations radicalement différentes. La Couronne, soulignant la brutalité du crime et la vulnérabilité des victimes, a plaidé pour une période d'au moins 20 ans. La Défense, mettant en avant l'état mental de Turcotte et son absence d'antécédents judiciaires, a plaidé pour une période dans la fourchette inférieure de 10 à 15 ans. L'audience a été marquée par une puissante déclaration de la victime, Isabelle Gaston. S'adressant directement à son ex-mari, elle l'a exhorté à la regarder dans les yeux pendant qu'elle décrivait son chagrin sans fin. Dans un moment de profonde résilience, elle a dit à un Turcotte en sanglots « Tu as brisé mon cœur, mais tu n'as pas tué ma résilience ». Après avoir entendu ces observations, le juge André Vincent a prononcé sa sentence « Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans ». La décision du juge Vincent reflétait un équilibre prudent des principes de la détermination de la peine. Il a explicitement reconnu les facteurs aggravants, qualifiant les crimes de haineux et horribles et déclarant que la peine devait refléter l'indignation de la société. Cela reconnaissait la profonde rupture de confiance d'un père envers ses propres enfants. Simultanément, il a pris en compte les facteurs atténuants. Il a noté que la demande de la couronne de 20 ans était exagérée et ne correspondait pas au caractère de Turcotte, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires, et une évaluation professionnelle selon laquelle il ne posait pas de risque futur significatif pour la société. Cependant, il a également conclu que la demande de la défense d'une période proche du minimum ne reflétait pas adéquatement la culpabilité morale de Turcotte pour les meurtres. La peine de 17 ans représente donc un compromis judiciaire. C'est une punition soigneusement calibrée qui tente de satisfaire les objectifs doubles et souvent contradictoires du système de justice, la dénonciation et la rétribution d'une part, et la justice individualisée d'autre part. Elle est nettement supérieure au minimum, satisfaisant le besoin de dénoncer la nature horrible du crime. Pourtant, elle est nettement inférieure au maximum, reconnaissant que Turcotte avait un trouble mental diagnostiqué à l'époque, même s'il n'atteignait pas le seuil élevé de la défense NCRTM. La peine rejette implicitement un modèle purement rétributif, l'enfermer et jeter la clé, et un modèle purement thérapeutique. Il était malade, donc il mérite la clémence. Au lieu de cela, elle élabore une punition qui reflète la culpabilité morale spécifique du délinquant dans ces circonstances uniques, fournissant une réponse judiciaire nuancée à une affaire que le public percevait souvent en noir et blanc. Malgré la sentence, la bataille juridique n'était pas tout à fait terminée. L'équipe juridique de Turcotte a lancé un appel sur 2 fronts. Ils ont d'abord fait appel du verdict de culpabilité lui-même, cherchant un 3e procès. Cependant, dans un mouvement décisif en décembre 2016, Turcotte a abandonné cet appel, rendant sa condamnation pour meurtre au 2e degré définitive et absolue. Il a cependant poursuivi un appel de sa peine. Ses avocats
ont fait valoir que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 17 ans était excessive et que le juge Vincent n'avait pas accordé un poids suffisant à l'état mental de Turcotte au moment des meurtres. Cet appel a été entendu par la Cour d'appel du Québec, qui, dans une décision unanime le 28 juin 2018, l'a rejeté entièrement. Rédigeant pour la Cour, le juge Alan G. Hilton a déclaré que la peine n'était ni inhabituelle ni disproportionnée, compte tenu des circonstances, et que le degré de responsabilité de Turcotte est complet. Finalement, en juillet 2018, l'avocat de Turcotte a annoncé qu'il ne demanderait pas l'autorisation d'interjeter appel de la peine auprès de la Cour suprême du Canada. Après plus de 9 ans de procès, d'audience et d'appel, la saga juridique de Guy Turcotte avait atteint sa conclusion définitive. L'affaire Guy Turcotte est inséparable de l'histoire de Ladré Isabelle Gaston. Au lendemain d'une tragédie personnelle inimaginable, elle a subi une transformation remarquable et douloureuse, passant de mère endeuillée et citoyenne privée à l'une des plus éminentes et efficaces défenseurs publics des droits des victimes et de la réforme de la justice au Canada. Son parcours a fondamentalement modifié le discours public entourant l'affaire et les lois qu'elle a influencées. Un investissement personnel de temps et d'énergie sans aucune compensation financière. Après le verdict de NCRTM de 2011, Ladré Gaston est entrée sous les feux de la rampe. En tant que médecin elle-même, elle possédait une crédibilité unique qui lui permettait de critiquer les systèmes de justice et de santé mentale depuis une position de connaissance et d'expérience personnelle profonde. Elle a constamment présenté ses déclarations publiques non pas comme un appel à la vengeance, mais comme une demande de justice pour ses enfants et pour la sécurité du public. Elle a efficacement canalisé la colère publique généralisée face au verdict, en un appel cohérent et articulé à des réformes juridiques spécifiques. La contribution la plus significative de Ladré Gaston à la réforme juridique est survenue le 5 juin 2013, lorsqu'elle a témoigné devant le comité permanent de la Chambre des communes sur la justice et les droits de la personne, qui étudiait le projet de loi C-54, la loi sur la réforme concernant la non-responsabilité criminelle. Dans son témoignage puissant, elle a raconté les contraintes qu'elle a ressenties au tribunal, où son désir de montrer ne serait-ce qu'une photographie de ses enfants était limité par des règles rigides. Elle a plaidé pour le renforcement du rôle des déclarations des victimes et pour une plus grande surveillance judiciaire des cas de NCRTM, arguant que les commissions d'examen fonctionnaient avec trop peu de transparence. Elle a dit aux membres du comité en termes crus qu'elle ne se sentait pas en sécurité et que le système tel qu'il était jouait à la roulette russe avec sa vie. Elle a souligné l'importance cruciale d'informer les victimes de la libération d'un délinquant et a plaidé pour des périodes de détention plus longues à l'hôpital pour permettre des évaluations des risques plus approfondies. Son message central était clair. « Je crois que les morts horribles de mes enfants exigent que le système fasse tout son possible pour protéger ma sécurité et celle des autres citoyens. » Le plaidoyer de Ladré Gaston a fondamentalement modifié la dynamique du pouvoir dans le débat public. Avant son émergence en tant que figure publique, le discours sur les cas de NCRTM était souvent un débat stérile, dominé par des experts juridiques et psychiatriques se concentrant presque exclusivement sur l'état de l'accusé. Les victimes étaient fréquemment des figures périphériques dans le récit. Ladré Gaston a changé cela. En articulant de manière constante et publique sa peur pour sa propre sécurité et en plaidant pour des changements spécifiques et concrets à la loi, elle a déplacé le centre d'intérêt. La question centrale dans l'esprit du public n'était plus seulement « Guy Turcotte est-il malade ?», mais aussi « Les victimes et le public sont-ils en sécurité ?» Elle a créé un puissant contrepoids moral et politique à l'orientation traditionnellement thérapeutique du régime de la NCRTM. Son plaidoyer a assuré que la composante « sécurité publique » du test juridique, la composante même qui serait élevée au rang d'importance primordiale dans le projet de loi C-54, soit au premier plan de la conscience publique et politique. L'affaire Turcotte, à travers le prisme du plaidoyer d'Isabelle Gaston, démontre le pouvoir profond d'une seule victime avocate crédible à influencer non seulement l'opinion publique, mais le texte même du Code criminel. Cela a marqué une étape importante dans un changement sociétal plus large.
vers un modèle de justice plus centré sur la victime. L'impact de l'affaire Guy Turcotte s'étend bien au-delà des individus impliqués. Son héritage le plus durable est gravé dans le Code criminel du Canada. La tempête publique et politique déclenchée par le verdict de NCRTM de 2011 a servi de catalyseur direct à une réforme législative importante, modifiant fondamentalement la manière dont le système de justice canadien gère les individus jugés non criminellement responsables de leurs actes. Le premier verdict de Turcotte n'est pas survenu dans un vide politique. Il est tombé à une période où le gouvernement fédéral menait une politique de fermeté à l'égard du crime et a coïncidé avec le malaise du public face à d'autres affaires de NCRTM très médiatisées, comme celle de Vince Lee, qui a tué Tim McLean dans un bus Greyhound, et d'Alan Shonborn, qui a tué ses 3 enfants en Colombie-Britannique. Le résumé législatif préparé pour le Parlement concernant les réformes ultérieures a explicitement noté que le projet de loi proposé, C-54, semblait être une réponse sur mesure au sentiment d'horreur que le public a ressenti face à ces crimes, l'affaire Turcotte en étant un excellent exemple. La réaction publique intense a fourni l'élan politique nécessaire au gouvernement pour agir. En 2014, le Parlement a adopté le projet de loi C-54, la loi sur la réforme concernant la non-responsabilité criminelle, qui a apporté 3 modifications majeures aux dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux. Primauté de la sécurité publique. Le changement le plus fondamental a été l'élévation de la sécurité publique dans le processus décisionnel. Auparavant, la loi exigeait que les tribunaux et les commissions d'examen équilibrent 4 facteurs: la nécessité de protéger le public, l'état mental de l'accusé, la réinsertion de l'accusé dans la société et les autres besoins de l'accusé. La nouvelle loi a modifié le code pour stipuler explicitement que la sécurité du public est la considération primordiale. Cela a modifié le calcul juridique, accordant un poids principal à la gestion des risques par rapport aux autres facteurs. Création de la désignation accusé à haut risque, AHR. L'élément le plus controversé de la loi a été la création d'une nouvelle catégorie, l'accusé à haut risque. Cette disposition permet à un tribunal de désigner un accusé NCRTM comme étant à haut risque s'il a commis une infraction grave contre la personne et qu'il existe une probabilité marquée de violence future, ou si les actes eux-mêmes étaient d'une nature si brutale qu'ils indiquent un risque de préjudice physique ou psychologique grave. Les conséquences de cette désignation sont sévères. Un AHR ne peut se voir accorder une libération conditionnelle ou une absolution inconditionnelle et n'a pas droit à des permissions de sortir sans escorte dans la communauté. De plus, son cas peut être réexaminé aussi rarement que tous les 3 ans, au lieu d'annuellement, ce qui, selon les critiques, supprimerait une incitation clé au progrès du traitement, augmentant le coût de la détention à long terme. Participation accrue des victimes. Reflétant directement le plaidoyer d'Isabelle Gaston et d'autres victimes, la loi a codifié et renforcé plusieurs droits pour les victimes. Ceux-ci comprenaient le droit d'être informé de la libération d'un accusé et de son lieu de résidence prévu, et la possibilité pour les tribunaux d'émettre des ordonnances de non-communication entre l'accusé et la victime. L'adoption du projet de loi C-54 a été et reste très controversée. Les partisans, y compris les groupes de défense des victimes et le gouvernement, ont fait valoir que les changements étaient nécessaires pour rééquilibrer le système, protéger le public des délinquants les plus dangereux et donner aux victimes une voix plus forte. Les opposants, dont l'Association des psychiatres du Canada, la Société canadienne de la schizophrénie et des groupes de défense des libertés civiles, ont soutenu que la loi était une réaction politique fondée sur la peur, plutôt qu'une politique fondée sur des données probantes. Ils ont souligné que les personnes jugées NCRTM ont des taux de récidive extrêmement bas et sont plus susceptibles d'être victimes de violences que d'en être les auteurs. Les critiques craignaient que la désignation AHR n'entraîne la détention préventive d'individus sur la base de la gravité de leur acte passé plutôt que de leur risque actuel, n'augmente la stigmatisation entourant la maladie mentale et finalement n'entrave la réadaptation en créant un volet punitif au sein d'un système thérapeutique. La valeur d'une telle approche a été et est toujours
vivement débattue. La loi sur la réforme concernant la non-responsabilité criminelle représente un changement philosophique fondamental dans le droit canadien. Elle éloigne le régime de la NCRTM d'un modèle purement axé sur le traitement individualisé et les restrictions les moins contraignantes, telles qu'établies dans l'arrêt de la Cour suprême R.C. Winco, vers un modèle hybride qui intègre des éléments de détention préventive et de gestion des risques publics. Ce nouveau modèle est moins motivé par des données empiriques sur la récidive que par la perception publique du risque dans les cas les plus extrêmes. La loi institutionnalise efficacement la tension entre deux paradigmes juridiques concurrents. Le verdict de NCRTM lui-même est une évaluation rétrospective, reconnaissant qu'une personne n'était pas moralement coupable de son acte passé. La désignation AHR, cependant, est un outil prospectif qui impose des restrictions significatives à la liberté sur la base d'une prédiction de dangerosité future. Cela crée un paradoxe juridique où une personne jugée irréprochable pour son infraction peut être détenue préventivement, en raison du risque perçu d'un acte futur, une conséquence profonde et durable de l'affaire Guy Turcotte. L'affaire Guy Turcotte a tracé un chemin tortueux à travers le système de justice canadien. Elle a révélé l'immense difficulté à laquelle le système juridique est confronté lorsqu'il applique une norme juridique nuancée et individualisée à des actes de violence si extrêmes qu'il défia la compréhension publique. En fin de compte, la saga laisse derrière elle une série de questions non résolues. Comment la loi peut-elle équilibrer efficacement les besoins thérapeutiques d'un accusé atteint de maladie mentale avec la demande légitime du public pour la sécurité et la rétribution? Un concept juridique aussi complexe que la NCRTM peut-il jamais s'aligner véritablement sur la moralité publique face à une violence incompréhensible? L'affaire Turcotte n'offre pas de réponse facile, mais son héritage exige une réflexion continue. Les décisions prises ont eu un coût immense, non seulement financier, mais aussi dans la confiance du public envers le système de justice. L'histoire de Guy Turcotte, d'Isabelle Gaston et de leurs deux enfants, Olivier et Anne-Sophie, est un sombre rappel de la fragilité de la vie humaine et de la quête sans fin et souvent imparfaite de la société pour la justice. Mais nous voulons connaître votre opinion. Après avoir analysé tous les faits, les deux procès et le changement de la loi, pensez-vous que le système de justice a finalement bien fait les choses? La réforme juridique était-elle une étape nécessaire pour la sécurité publique ou une réaction excessive motivée par la peur? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé ce documentaire instructif, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre travail. Et n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues et d'activer les notifications pour plus d'analyses approfondies sur des affaires qui ont façonné notre monde. Merci d'avoir regardé.